Eh bien, bienvenue à cette visioconférence qui s'inscrit dans le cadre de l'événement Les Instants Métiers Regard Pro, organisé par le service orientation de la région Centre-Val de Loire. Nous allons découvrir ensemble un des métiers de la science. Alors, avant de démarrer cet échange d'une vingtaine de minutes environ, je vous informe que vos micros et vos caméras sont coupés. Vous avez toutefois la possibilité de poser vos questions dans le chat. Je me chargerai de les transmettre aux professionnels afin qu'ils puissent y répondre à la fin de son intervention. Alors, contribuer à l'avancée de la médecine en concevant des appareils de diagnostic précis. Mettre au point le nouveau processeur qui révolutionnera les consoles de jeux. Étudier les planètes sont différents domaines d'application de la recherche en physique. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Thierry Dudoc-Dewet, enseignant-chercheur à l'Université d'Orléans. Je vous laisse la parole, monsieur. Oui, bonjour. Alors effectivement, mon nom c'est Thierry Dudoc-Dewet. Je suis enseignant-chercheur à l'université d'Orléans. Alors j'aime bien résumer ça en disant qu'enseignant-chercheur, c'est à peu près 50% de mon temps qui part dans l'enseignement auprès d'étudiants de bac plus 0 jusqu'à bac plus 5, 50% de recherche scientifique, qui est un peu le cœur de notre métier, et puis 50% d'administration en plus. Voilà, pour résumer les choses. Bon. En quelques mots, comment êtes-vous arrivé à exercer ce métier? Euh, alors, quand j'étais au lycée, et déjà au collège, j'avais plein de passions. J'étais déjà passionné par la science, mais je ne savais pas quel métier je voulais faire parce que j'aimais la géologie, la chimie, la physique, les maths. Euh, Globalement, j'aimais beaucoup comprendre les choses, les analyser, les disséquer. J'ai fait aussi pas mal d'expériences de chimie dans ma chambre, ce qui n'a pas toujours plu à mes parents. Ça a laissé un certain nombre de traces. Et à cette époque aussi, c'était l'époque où on avait les premières calculatrices programmables. Et pour moi, ça a été une révélation de pouvoir programmer des problèmes et de faire des calculs. Voilà, donc tout ça, petit à petit, de fil en aiguille, quand je suis arrivé à la fin du lycée, se posait la question de poursuivre les études après cela. À ce moment-là, j'habitais en Suisse. Et ce qui me passionnait le plus, c'était les enjeux énergétiques, les énergies du futur. Déjà à l'époque, on parlait du pétrole qui allait en se raréfiant. Et j'ai donc décidé de me spécialiser dans la physique des plasmas pour faire plus tard des études sur ce qu'on appelle la fusion thermonucléaire. C'est l'énergie nucléaire, non pas de fission, mais de fusion. C'est une source d'énergie abondante, mais qui est malheureusement pas encore au point aujourd'hui pour être utilisée. Voilà, donc j'ai suivi un parcours un peu en zigzag avec, j'ai oublié de préciser que je suis néerlandais. J'ai fait d'abord mon collège aux Pays-Bas avant d'aller en Suisse. Et puis, mes études supérieures, je les ai faites en Suisse, à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, l'EPFL. C'est un peu, on peut voir ça comme un mélange, un mix entre une université et une école d'ingénieurs. Et puis, quand on veut faire de la recherche, il faut aller au-delà de ces études-là. Donc, une école comme l'EPFL, comme la plupart des universités, ça vous conduit jusqu'à un bac plus 5, ce qu'on appelle un diplôme de master. Et certains masters débouchent sur un métier, mais pas tous. Et il y en a certains où on va se spécialiser encore plus et faire une thèse. Et une thèse, c'est aller jusqu'à bac plus 8. Et on va vraiment travailler sur un domaine spécifique. Et donc, j'ai fait ma thèse en Suisse avant devenir vraiment un spécialiste dans la physique des plasmas. Et pour boucler tout ceci, d'habitude, quand on fait une thèse, on a le choix, soit on entre dans l'industrie, c'est ce que font à peu près les trois quarts des étudiants qui font une thèse, soit si on veut entrer plutôt dans le domaine public, on appelle ça académique, c'est-à-dire devenir chercheur CNRS ou BRGM ou que sais-je, on va parfaire sa spécialisation en allant dans un autre pays, travailler quelques années pour voir d'autres horizons, pour découvrir d'autres thématiques. C'est ce qu'on appelle un postdoc. Et donc, après avoir fait mes études et ma thèse en Suisse, j'ai choisi de faire un stage postdoctoral en France, au commissariat à l'énergie atomique, dans le sud de la France. Et voilà, c'est comme ça que je suis resté en France finalement, D'accord. Puisque- puisqu'après Vous, ça, j'avais quand même envie de me stabiliser, trouver un métier plus stable. Et c'est un peu le hasard des circonstances qui fait qu'un jour, je discutais avec des chercheurs qui travaillaient à Marseille, qui travaillait sur une discipline autre que la mienne. Il travaillait plutôt sur la turbulence, les écoulements des fluides et tout ça. Et on a commencé à collaborer ensemble.
Et un jour, l'Université de Marseille a mis au concours un poste d'enseignant-chercheur. Et j'ai candidaté sur ce poste. Et contre toute attente, en fait, je ne m'y attendais pas. J'ai été pris sur ce poste, ce qui m'a permis de travailler pendant plusieurs années à Marseille. Et quelques années plus tard, la même chose s'est produite à Orléans, où cette fois-ci, c'était dans le domaine spatial. Et j'avais jamais fait d'astrophysique, jamais fait de spatial. Mais par contre, je travaillais sur des méthodes et des outils qui peuvent s'appliquer directement à des satellites. Et c'est un peu comme ça, finalement, que j'ai pu obtenir un autre poste à Orléans, donc quelques années plus tard, et cette fois-ci comme professeur. Et c'est toujours à Orléans que je suis actuellement professeur sur cette thématique-là. Voilà le parcours. Un très beau parcours et on a l'impression que depuis votre plus jeune tendre enfance, quoi, vous avez déjà toujours été dans la physique, baigné dans la physique. On vous sent passionné et intéressé par la physique. Est-ce que vous pensez que c'est la clé de la réussite? Est-ce qu'il faut le sentir déjà depuis l'enfance, d'être déjà Oui. Alors effectivement, il y a les clés de la réussite, il y a une part de chance, il y a une part de ouais, contingence, mais il y a une bonne part aussi qui tient à soi-même. Ce qu'on a vu déjà dans ce parcours, et ce parcours n'est pas atypique, c'est que souvent il n'est pas linéaire, c'est-à-dire on prend des virages, parfois on recule, parfois on part dans une autre direction. Et dans tout ceci, je pense qu'il y a trois clés qui sont importantes. La première, je dirais que c'est la passion. ouais. Voilà, quand on veut faire de la recherche, il faut être passionné. La passion, c'est le moteur qui Mm. nous garde en route. Il y a une deuxième clé, c'est la persévérance, parce que souvent on a des déceptions, il y a des choses qui ne marchent pas. Pour 10 choses qu'on tente, il y en a peut-être une qui marchera, donc il faut tenir le coup. Et puis, je dirais qu'aussi il y a tout ce qui est questionnement. Voilà, quand on voit quelque chose, il faut se poser des questions, être critique, vouloir aller plus loin, creuser, chercher, ne pas se contenter de ce qu'on voit. Donc ces trois mots-clés, on peut les définir vraiment. On peut définir ce métier-là en ces trois mots-là, c'est-à-dire passion, persévérance et questionnement. Pour moi, Dire oui. Voilà. voilà, c'est ça. Le métier de chercheur tourne autour de ces trois mots. La passion, c'est un mot qui revient très souvent chez les chercheurs, effectivement. C'est ce moteur qui les garde en mouvement. Oui, donc la passion, la persévérance et le questionnement. Très bien. Et qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier de chercheur, enseignant-chercheur? Ah, Qu'on n'oublie euh, pas le métier d'enseignant, parce que quand on parle souvent de chercheur, mais on oublie que le chercheur enseigne. oui, Et je sais que ça peut frustrer certains jeunes, justement, qui oui, veulent faire de la recherche, mais pas enseigner, ou tout à fait. certains veulent enseigner, mais pas faire de la recherche. Alors que quand on fait, voilà, à votre niveau, un doctorat, post-doc d'ailleurs, on est enseignant-chercheur. Donc, Oui. Et c'est vrai que pour pour moi, vous, ouais. j'y tiens beaucoup. Pour moi, les deux vont ensemble. C'est-à-dire que dès lors qu'on fait de la recherche, on a envie de communiquer ça à d'autres, de transmettre en quelque sorte ce que j'ai reçu, je l'ai reçu d'autres. Et donc, ce socle de connaissances, on fait que le passer à quelqu'un d'autre en y apportant un peu du sien. Donc, dans ce métier, ce que j'aime, c'est d'abord l'enseignement, cette notion voilà, de passation de connaissances. Oui. Mhm. Euh, c'est un métier au cours duquel on peut beaucoup évoluer. Comme je l'ai montré tout à l'heure, voilà, chacun a un parcours qui est le sien, qui n'est pas Mm. toujours rectiligne. Et donc, on peut passer d'une thématique à l'autre. J'aime aussi beaucoup, et ça, beaucoup de chercheurs vous le diront, c'est la liberté. La liberté d'aller creuser des sujets. Si demain, je trouve un sujet qui m'intéresse et que j'ai des moyens de financement, quasiment rien ne m'empêche de changer un peu et de m'engager dans une voie différente. Et enfin, il y a un dernier mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot équipe. Il y a beaucoup de travail à l'équipe. Voilà. On ne peut pas travailler seul. On Mm. travaille avec des ingénieurs, des techniciens, des collègues. Et ça, c'est important. Oui, c'est important. Le travail en équipe. Donc, en fait, c'est vraiment vos connaissances et les transmettre. Ça, vous pensez que c'est quelque chose d'important pour vous, hein? Très bien. Alors, quelles sont selon vous le ou les principales qualités et les compétences pour exercer votre métier? Alors, il y en a, généralement, on en cite trois, quelle que soit la discipline scientifique, hein, que ce soit l'économie ou la science physique, dans mon cas. Je dirais que le premier qu'on voit d'habitude en premier, ce sont les connaissances, les full connaissances. Dans mon cas, c'est surtout de la physique, des maths et de l'informatique, mais pour d'autres, ça peut être la chimie, la biologie. Voilà, donc une expertise. Le deuxième, qui pour moi est plus important encore, ce sont les compétences, c'est-à-dire la rigueur, comment analyser un problème, la persévérance, avoir un esprit critique.
chercher les failles, chercher les erreurs, ne jamais se contenter de ce qu'on a vu. Mm. Et le dernier qui va avec ça, tout ça, c'est voilà, c'est cette curiosité, cette une sorte de créativité, une Mm. volonté de communiquer. Et voilà, tout ça, ça fait un tout. Ça fait un tout, voilà. Et je me permets de lire une question que Valentine nous pose, que je trouve intéressante, qui est en lien avec ce que vous dites. La question est la suivante: changez-vous souvent de sujet de recherche, ou vous restez sur un sujet pendant plusieurs années? Ouais. Donc, par rapport à votre curiosité, votre Oui. créativité, la persévérance dont on a parlé tout à l'heure, hein, est-ce que vous pouvez répondre en 2 mots à cette question-là? Alors, c'est une bonne question. Oui, oui, Alors, une belle question. euh, il y a des gens qui n'aiment pas trop changer. Alors, donc, chaque cas est particulier. Personnellement, j'aime énormément passer d'un sujet à l'autre. Donc, moi-même, je travaille sur les données de satellites. Dans notre laboratoire, on développe des instruments qui sont embarqués à bord de satellites, puisque j'en dirai un mot tout à l'heure. Mm. Mais là, par exemple, tout à l'heure, j'étais avec une ingénieure qui, elle, travaille sur les images prises de fleuves en Arctique pour essayer de détecter le taux de carbone dans les fleuves. Donc, ça n'a rien à faire. Mais les outils sont souvent les mêmes, ou en tout cas, il y a une ressemblance dans la démarche scientifique. Et c'est là qu'on voit que dans un certain cadre, on peut comme ça passer d'un sujet à l'autre. Alors, ça ne veut pas dire que demain, je vais m'intéresser à la macroéconomie, par exemple. J'en serais totalement incompétent. Mais par contre, au sein d'une grande discipline scientifique, on peut évoluer et passer comme ça d'un thème à l'autre. Et je donnerai juste un exemple. Par exemple, aujourd'hui, l'essentiel du travail que je fais porte sur l'étude du Soleil. J'ai jamais étudié le Soleil avant l'âge de 40 ans, donc c'était complètement en dehors de mes sujets autrefois. Donc ça montre qu'on peut évoluer. Et de plus en plus, je vois énormément de gens qui évoluent au cours de leur carrière. Donc c'est important effectivement d'anticiper cela. Voilà, donc en fait, pour répondre à Valentine, vous changez de sujet, hein, vous faites de la recherche, donc vous ne faites pas un sujet sur du long terme, hein, et c'est ça la richesse de votre métier, hein, dont Oui. on avait parlé la dernière fois. Et quand je vous avez posé la question, est-ce que vous pouvez décrire une ou plusieurs activités importantes dans votre action, enfin au quotidien? Qu'est-ce que fait un chercheur au Ah, quotidien? Hein, vous m'avez répondu, mais c'est compliqué cette question, parce que je fais plein de choses en une seule journée et il n'y a pas une journée qui se ressemble. Je vous laisse. oui, effectivement. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas du tout. Mm. Alors, d'abord, évidemment, il y a les enseignements, la préparation des enseignements et donner les enseignements. Je dirais qu'il y a beaucoup de réunions, énormément de réunions, soit en interne avec des ingénieurs et des techniciens quand on travaille sur un projet pour concevoir un nouvel appareil, voir comment on peut le faire, tout ça. Et puis, quand on travaille sur un projet de satellite, c'est un projet comme celui auquel je travaille actuellement, c'est un projet de la NASA. Nous sommes environ 120 chercheurs dans le monde entier à travailler dessus. Et donc, on a beaucoup de réunions. Dans mon cas, c'est des réunions en visio qui se font avec les Américains. Donc, ça fait en gros 3 soirs par semaine en visio. Ouais. Voilà, il faut être préparé à faire ça. C'est des horaires qui sont parfois un peu décalés. Ah ouais. Beaucoup de chercheurs participent aussi à des colloques. Les colloques, c'est pour se renseigner sur ce que les autres font et montrer ce que nous-mêmes nous faisons. Et puis, quand on a du temps, ben, on aime bien faire la recherche aussi, donc s'attaquer à l'analyse de données, faire des calculs, etc. Et dans mon cas, ça fait beaucoup d'ordinateurs. Je passe l'essentiel de ma journée sur ordinateur. Et je dirais, peut-être pour conclure tout ça, c'est voilà, si on aime un travail régulier et reproductible avec des horaires de 35 heures, bah, il faut peut-être mieux passer son chemin parce que c'est pas tout à fait ça. Mais encore une fois, si la passion nous maintient, ça, voilà, ça passe vite. Ça passe vite, oui. Ouais, tout à fait. Et quel conseil, hein, vous donneriez à une personne qui souhaite faire votre métier? Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Je pense de suivre sa passion. Il faut mettre en adéquation sa passion et ses compétences aussi. Voilà, si on est doué, par exemple, très doué en informatique, eh bien, avec l'informatique, on peut travailler dans plein de disciplines et pas juste faire du codage. Et je le vois chez nous, par exemple, les ingénieurs qui travaillent chez nous, il y en a qui ont fait, par exemple, de l'optique, mais ils travaillent avec nous sur les projets satellites, donc ils sont amenés à participer au projet presque comme un chercheur le ferait. Il y a quelqu'un qui a dit une phrase que j'aime beaucoup, qui est, j'essaie de la retrouver, il disait, je préfère mourir en essayant de poursuivre mon rêve plutôt que de vivre une longue vie plein de regrets. Voilà. Et je pense que c'est important, voilà, de poursuivre son rêve.
Oui, oui. Surtout quand on est chercheur et qu'on travaille avec nos planètes, hein, Tout à fait. proches du Soleil. Alors, quelle notion abordée au lycée est aujourd'hui indispensable pour vous pour exercer votre métier? Ça, c'est vraiment une question pour mettre en lien nos lycéens Ouais. qui vont nous écouter et puis qui pourraient envisager de faire de la physique. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme Ce qui est, conseil? ce qui est vraiment important, ce qu'on apprend au lycée, c'est pas tant les connaissances parce qu'on doit emmagasiner beaucoup de choses, c'est plus la démarche scientifique, c'est la manière d'analyser un problème, la rigueur, surmonter les déceptions quand on ne trouve pas un résultat, etc. Il y a une grosse différence après. Au lycée, on traite plein de petits problèmes qu'on doit faire très vite pendant un examen et on sait que la réponse est connue. Dans la vie pratique, on a des problèmes de très longue haleine. Dans une thèse, c'est typiquement 3 ans et on ne sait pas s'il y a une solution au bout. Donc, on peut avoir des déceptions et donc c'est un peu comme si on naviguait dans le brouillard. On ne sait pas forcément où on va. Et enfin, il y a une autre chose qui est importante, c'est que dans le lycée, on vous apprend souvent à travailler seul, alors que dans d'autres cas, le travail collectif est très important. Voilà. On ne peut pas imaginer quelqu'un isolé qui fait son truc tout seul. Il faut un travail collectif et il faut de la discipline aussi pour ça. Ouais. Et justement, quand vous disiez tout à l'heure que c'est un travail d'équipe, hein, vous avez qui dans votre équipe? Quels sont les autres métiers qui font partie de cette équipe-là, justement? Alors, c'est une bonne question. Alors, je dirais peut-être au niveau de notre labo, je travaille dans un labo du CNRS sur le Ouais. campus d'Orléans. Nous sommes 80. Sur les 80, il y a à peu près un tiers d'enseignants-chercheurs ou de chercheurs, comme moi, Mhm. un tiers d'ingénieurs et de techniciens, donc ça va du Ouais. bac plus 2 au bac plus 5, et un tiers de personnel administratif, secrétariat, documentation, gestion de projet, etc. Et donc, c'est très différent. Et donc, ça veut dire que quand on travaille ensemble, tous ces corps-là se mélangent. Et j'oublie pas, surtout pas les jeunes. On a des doctorants, des étudiants qui font des stages de master. Et donc, tout ça, c'est mélangé. Et voilà, c'est très riche, quoi. Faut bien réaliser que c'est les interactions qui donnent du sens à ces métiers-là. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, vraiment, voilà, vous travaillez, on sent qu'il y a une collaboration, un travail d'équipe pour faire avancer la science. Finalement, vous avez tous besoin des uns des autres, Tout à fait, hein, oui. pour aboutir au projet, à finaliser un projet, une recherche en tout cas. Alors, une question qui vous tenait à cœur, et après j'ai beaucoup de questions sur le chat, donc D'accord, je vais y je vous les donnerai tout à l'heure, hein, comme convenu. Mais je vais vous poser donc la dernière question sur laquelle voilà, vous teniez absolument à que je vous la pose. Donc, savez-vous comment évoluera votre métier d'enseignant-chercheur dans les années à venir? Alors, Yves, je m'attends à ce qu'il y ait une évolution assez marquée du métier de chercheur pour différentes raisons. On a la chance de vivre dans un pays où la science est relativement bien considérée, mais c'est en train de se dégrader. Il y a des gens aujourd'hui qui vous diront, par exemple, que le ciel est rouge, et vous leur dites, maintenant il est bleu, ben non, ils vous diront c'est rouge parce que je le dis. Ou il y en a d'autres qui vous diront, le ciel est rouge parce que je l'ai entendu dire. Alors vous leur dites, regardez en haut, mais ils disent, non, j'ai pas envie de regarder. Alors, ça fait peut-être rigoler, mais je dirais que par exemple, parmi les candidats à la présidentielle actuellement, il y a des gens qui nient l'existence du réchauffement climatique. Mm, mm, Voilà, donc est-ce mm. qu'on veut confier les rênes du pays à des gens comme ça? Je pense que la culture scientifique est extrêmement importante, surtout au niveau de notre gouvernement, des gens qui nous gouvernent. Et donc, on a vraiment besoin d'une culture scientifique. Pas forcément de scientifiques partout, mais d'une culture scientifique, que les gens aient cet esprit critique et savent faire la différence entre ce qui est du fake news, par exemple, et ce qui est du baratinage. Il y a une autre chose qui me tient à cœur, c'est que voilà, je travaille avec des climatologues et je vois l'évolution importante que va subir notre climat, notre société de manière générale au cours des 10-20 prochaines années, avec une crise qui n'est pas seulement climatique, mais aussi énergétique, la biodiversité. Et là, plus que jamais, on a besoin de scientifiques euh, pour essayer de trouver les meilleures solutions. Je ne cache pas le fait que je pense qu'il y a des corps de métier qui vont être profondément modifiés. Il va y avoir une mutation profonde. Donc, il faut s'attendre à ça aussi. Ce ne sera pas facile. Mais le besoin de personnes qui ont ces compétences scientifiques, cette culture scientifique, restera toujours là. Voilà. Et peut-être une dernière chose dont je n'ai pas parlé, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un contexte de plus en plus concurrentiel.
avec des financements qui n'augmentent pas forcément. Plus en plus souvent, on est mis en concurrence, et ça, c'est une réalité. Voilà, on dira à 3 équipes, on vous donne cette somme d'argent, mais débrouillez-vous que le meilleur gagne. Et ça, c'est une réalité qui existe. Donc, il ne suffit pas d'être le meilleur scientifique, il faut aussi savoir convaincre et se battre pour pouvoir travailler sur les sujets. Oui, tout à fait. Et est-ce que vous auriez envie d'encourager les jeunes à devenir chercheurs? Est-ce qu'il va y avoir de l'emploi à venir dans ce secteur-là? Est-ce qu'il y a de l'avenir pour le métier de Oui, oui, chercheur? oui, absolument, oui. Alors, même si les concours sont pas toujours faciles pour entrer au CNRS, il y aura toujours un besoin, et je dirais surtout dans le monde privé, dans l'industrie, il y a un besoin énorme, puisque les fortes compétences technologiques, scientifiques, c'est notre valeur ajoutée par rapport à d'autres pays enfin, que je nommerai pas, mais c'est vraiment notre valeur ajoutée. Et donc, ce besoin, il existera toujours. J'en suis absolument convaincu. Donc, on peut, voilà, on peut encourager nos jeunes à devenir chercheurs, à faire des Voilà. études très longues. Alors, je vais reprendre quelques questions du chat, puisqu'il y en a une qui est en lien avec ce qu'on vient de dire. C'est qu'est-ce qui attire, alors voilà, qu'est-ce qui pourrait attirer, qu'est-ce qui attire un ou une jeune dans la physique? En fait, qu'est-ce qui pourrait attirer, je pense, les jeunes à faire de la physique et à devenir chercheurs en physique? Alors, la physique, c'est la plus belle des disciplines, je dirais. Non. Évidemment. Alors, peut-être déjà un premier élément de réponse, il y a à peu près, je vois que tout métier confondu, il y a à peu près un tiers de femmes qui travaillent en physique. Oui, C'est beaucoup moins qu'en biologie, c'est plus que dans d'autres, mais on n'arrive pas à la parité. Ce qui attire dans la physique, c'est une science qui est très analytique, puisqu'on cherche vraiment à décortiquer, comprendre comment fonctionne notre monde, la matière, la nature de manière générale. Voilà, c'est ce qui m'intéresse énormément, et c'est ce qui motive énormément de physiciens après. Après, je pense si c'est la chimie que les gens préfèrent, ou les mathématiques, ou la biologie, voilà, il y a des besoins partout. oui, bien sûr, Ouais. évidemment. Il y a un élément dont j'ai pas parlé, ce sont les langues. Oui, voilà. Eh bien, Et, justement, je ah, voulais en venir parce que j'ai deux questions sur les langues. ok. Hein. Est-ce qu'il est nécessaire de maîtriser plusieurs langues étrangères? Et voilà, j'ai plusieurs questions là sur ce thème-là. Ouais. Je- Alors, l'anglais est incontournable. Dans notre équipe, on parle tantôt français, tantôt l'anglais. Dans notre équipe ici, il y a un russe, un ukrainien, un italien, 2 italiens, un allemand, quelques français. Voilà, Ah tout est ouais, mélangé. Et donc, la langue commune, c'est l'anglais. Quand on communique dans le domaine scientifique, c'est quasiment toujours l'anglais. Et donc, c'est vraiment utile de bien maîtriser l'anglais. D'autres langues peuvent aider aussi, mais c'est d'abord l'anglais. c'est d'abord l'anglais. Ouais, vous communiquez de toute façon avec vos collègues chercheurs Oui, en anglais. Quand vous tout à fait. parliez de colloques, c'est en anglais. Voilà. Quand Et vous après, écrivez une thèse, vous l'écrivez en anglais. Enfin, quand vous la écrivez une thèse, recherche, généralement, c'est en français, mais de en plus en français. plus, c'est demandé de faire en anglais. Alors, pour ceux Ouais, qui maîtrisent pas très bien l'anglais, ceux et celles, rassurez-vous, ouais. on est constamment confronté à ça, et donc on finit par entrer dans le bain et à se débrouiller. L'essentiel, c'est de sauter, de plonger dans la piscine et puis d'y s'y mettre, quoi. Bon, il faut savoir nager quand même. Oui. Une autre question, une dernière question. Est-ce que vous ressentez de la concurrence dans la recherche ou y a-t-il plutôt une coopération entre chercheurs? Il y a les deux. L'aspect le plus riche, c'est la coopération. Mais ça n'existe pas partout. Effectivement, dès lors qu'on touche à des applications qui peuvent être industrielles ou avec des enjeux financiers, la concurrence existe. Donc, elle est réelle. La concurrence, elle existera toujours. Je vous donne un exemple. Nous travaillons dans notre laboratoire, nous développons des instruments qui sont embarqués sur les projets de satellites. Un projet de satellite, avant d'être accepté, il doit passer à un très grand nombre d'étapes où il sera mis en concurrence avec d'autres projets. Et je dirais qu'en moyenne, sur 30 projets qui ont été déposés, il n'y en a peut-être qu'un seul qui sera lancé un jour. Ah ouais. Donc il y a énormément de déchets, beaucoup de concurrence. Alors, ça fait partie des règles du jeu, ça ne veut pas dire qu'on se tape dessus, mais voilà, ça fait partie parce qu'on n'a pas un financement infini. Et tant mieux, je dirais. Mm. Oui, 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 et au niveau financement, au niveau des recherches, vous êtes libre, enfin, vous avez, quel est le rythme des recherches? Quels sont les thèmes qu'on vous donne? Un chercheur, il a combien de sujets en tout? Enfin, comment ça s'organise autour Alors, des recherches, hein? oui, en fait, c'est au chercheur de voir combien de sujets il arrive à porter en fonction des financements et du temps dont il Ben, c'est ça. dispose.
Oui. S'il veut recruter du monde et les faire travailler dessus, il n'y a aucun problème. Je dirais que le clou de l'histoire, ce sont les financements. Et aujourd'hui, de plus en plus, on fonctionne en financement par projet, c'est-à-dire qu'on dépose un projet soit au gouvernement français, soit à l'Union européenne, soit au niveau international, quand c'est un projet de satellite. Et on dit, voilà, je propose tel projet, je propose de travailler tant et tant d'années dessus, voilà l'argent dont j'ai besoin, est-ce que vous êtes d'accord de me financer? Et si on gagne le lot, ben, tant mieux, et si on ne gagne pas, ben, tant pis, ça veut dire qu'il faut déposer un autre projet ou revoir sa copie. Je ne cache pas que monter tel projet, ça demande beaucoup de temps. C'est à peu près peut-être, je dirais, un quart de mon temps qui part dans le montage de projets, Ah des ouais. projets qui Ah ne ouais. réussissent pas toujours. Donc ça peut être parfois un peu décevant. Oui. Faut se Ouais, préparer. donc, un quart, euh, en fait, de votre exercice professionnel, c'est Oui, monter un projet, quoi. oui, oui, Et vous disiez tout à l'heure qu'au niveau de l'enseignement et de la recherche, c'est 50-50. oui. Donc, si on est 50% sur la recherche, donc un quart projet, l'autre quart, quand même, Non, si on fait la somme de toutes, on dépasse les 100%, effectivement. c'est ça, parce que vous rajoutez à chaque fois des quarts et ça ne tient plus dans le 100%. Oui, D'accord. exactement. Oui. Mais Bon. bon, c'est comme ça Mm. qu'on fonctionne. Euh, Après, il faut savoir que monter un projet, c'est rencontrer d'autres personnes, c'est réfléchir, de voir comment on peut résoudre tel problème. Donc, c'est déjà de la recherche aussi. Oui. Mais c'est pas forcément la recherche qui aboutira. Ah Euh, oui. donc, c'est jamais tout à fait perdu. Mais il faut savoir qu'effectivement, on fonctionne dans ce mode-là. Et de plus en plus. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus courant qu'ici. Ouais, donc ça veut dire, comme vous disiez tout à l'heure, au niveau des qualités, la passion, la persévérance, le questionnement, il faut aussi garder la tête froide, être Oui, optimiste, hein, certainement, parce que quand vous êtes déçu sur des sujets, voilà, je pense que que fait le chercheur quand on lui dit non, votre sujet ne convient pas, votre recherche ne convient, ça remet en cause des années peut-être de travail et oui. c'est peut-être frustrant, non? Oui, oui, J'imagine. c'est frustrant. Oui. Oui, oui, Parfois, c'est un peu déprimant, donc il faut encaisser. Bon, on apprend sur voilà, ça. c'est ça. Donc il faut. Mais effectivement, il faut savoir encaisser. Il peut y avoir des coups beaucoup plus durs. Je pense par exemple, notre laboratoire, il y avait au moins une quinzaine de personnes qui travaillaient sur un projet de satellite du CNES qui s'appelait Taranis, qui a été lancé à l'automne dernier. Et la fusée de lancement a eu un pépin et le satellite est retombé dans l'atmosphère. Et donc, ça fait à peu près 15 ans d'années de préparation Ah, perdue. ah ouais. Voilà, ça fait partie Ouais. des... Ouais, mais Ouais, ouais. Mais ça fait partie des choses qu'il faut dire aux jeunes, je pense, ça, justement. Que voilà, la ouais. recherche, ça n'aboutit pas toujours. Oui. Ouais, En ouais. même temps, quand on participe à un projet et que ce projet est lancé et qu'il marche, c'est absolument grisant. Le satellite sur lequel on travaille, c'est le satellite de la NASA. Déjà, de voir le lancement, c'est quelque chose absolument. Ça vous prend en trip. Et puis, de vivre ça avec les collègues, ben, voilà, c'est la gratification, je dirais. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'un chercheur peut être remercié, donc licencié, quand sa recherche échoue? Ah, alors ça, c'est une question complexe. Ah ouais? Ah, il y a plusieurs réponses. En France, quand on travaille dans le domaine public, c'est-à-dire CNRS, université, BRGM, etc., ou l'INRIA, et j'en passe, on est fonctionnaire et donc on est nommé à vie. Donc c'est Oui, rare, voilà. moins Eh oui. c'est de moins en moins fréquent. Donc ça veut dire que quelqu'un qui échoue, effectivement, on ne peut pas le licencier, mais par contre, s'il échoue constamment, il ne pourra pas avoir de financement et donc il aura beaucoup de peine à mener la recherche qu'il veut faire. Ah ouais, d'accord. Il peut y Donc, avoir une sorte de sanction, en fait. Il peut être oui, sanctionné, ouais, oui, mais par quand le même, on est relativement financement. Ouais. protégé. Et c'est bien parce qu'il y a des gens parfois qui échouent pendant 10 ans et tout à coup, la 12e année, ils vont trouver la perle. D'accord. Par contre, quand on est dans d'autres pays, surtout les pays anglo-saxons, aux États-Unis par exemple, quelqu'un qui échoue ou quelqu'un dont le projet ne trouve plus de financement, on peut lui dire, ben voilà, merci beaucoup, mais je suis désolé, j'ai plus d'argent, donc on vous invite à aller prospecter ailleurs. Voilà, donc ça, D'accord. c'est un cas de figure qui existe avec le pour et le contre. Le pour, c'est que ça permet beaucoup plus de mobilité, mais le contre, c'est qu'on n'a effectivement pas de stabilité de l'emploi, en tout cas moins de stabilité qu'en France. Qu'en France. Oui. D'accord. Très bien. Bien, écoutez, on va devoir arrêter, hein. Je vous remercie D'accord. beaucoup pour la qualité de votre présentation qui a été passionnante. Est-ce que vous auriez envie de rajouter une petite phrase pour conclure, quelque chose qui pourrait
voilà, interpeller nos jeunes. Je me contenterai de répéter à titre phrase ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que voilà, autant, enfin, c'est un peu péjoratif. Je préfère mourir en essayant de poursuivre mon rêve, ou je préfère exercer mon rêve plutôt que de vivre une longue vie pleine de regrets. Donc, je dirais vraiment poursuivez votre passion. Je pense que c'est important. Quand on est passionné par quelque chose, c'est dans cette voie-là qu'il faut s'engager. Tout en étant réaliste, il faut regarder les métiers, mais la passion compte énormément. Ouais, je pense que pour être chercheur, il faut être très passionné, hein. Ben, je vous remercie beaucoup. Un grand merci aux participants pour leur écoute et la pertinence de leurs questions. Vous pouvez visionner cette conférence métier en replay sur le site Orientation Centre-Val de Loire. Des ressources documentaires seront mises à disposition sur la plateforme. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Merci à vous et bon courage, bonne poursuite. Merci, vous aussi. Au revoir.